L'histoire a commencé en 2006, lorsqu'un groupe de malfaiteurs masqués a fait irruption dans l'une des plus grandes banques d'Argentine. L'histoire a été classée comme l'un des plus grands braquages de l'histoire. Ils ont dit aux employés présents, « Celui qui ne veut pas mourir, qu'il ne joue pas au malin. Le moindre mouvement vous coûtera la vie. » Les négociations ont commencé entre les braqueurs et les employés de la banque, qui les suppliaient, « S'il vous plaît, ne nous tuez pas. Nous ne sommes que de simples employés. Nous vous donnerons tout ce que vous voulez, mais ne nous faites pas de mal. » Cependant, l'un des employés a discrètement appuyé sur le bouton d'alarme sans que les malfaiteurs ne s'en rendent compte. Mais à la surprise des policiers, qui sont arrivés rapidement sur les lieux, les braqueurs avaient déjà disparu. Tout le mobilier du hall était en place, mais la banque était vide. Au début, la police a pensé que l'affaire était simple et que les criminels n'avaient rien volé. Cependant, la réalité a été un choc. Lorsque le responsable de la salle des coffres a vérifié, il a découvert que tout avait disparu. Plus un gramme d'or, plus un billet, plus un document de valeur. Les braqueurs avaient réussi à vider entièrement la salle des coffres. Mais comment avaient-ils pu accéder à la salle des coffres, alors que les employés les retenaient en négociant avec eux? Ce n'est que bien plus tard que les enquêteurs ont découvert le stratagème machiavélique des braqueurs. Pour comprendre comment ils ont fait, revenons à leur chef, Fernando Araujo. Cet homme, qui était l'esprit derrière le coup, était en pleine crise existentielle. Il se sentait perdu, accablé par ses pensées. Dans un moment de désespoir, il a décidé de consulter un psychologue. Il lui a dit « Docteur, aidez-moi. Je suis venu vous voir pour un seul problème. Je veux braquer une banque. » Le psychologue, surpris, a essayé de comprendre d'où lui venait cette idée. « Tu veux de l'argent ?» lui a-t-il demandé. Fernando a alors éclaté de rire, avant de redevenir très sérieux. « Non, je ne veux pas d'argent. Je suis un artiste, un aventurier. Ce que je cherche, c'est l'adrénaline. Je veux ressentir cette excitation que je n'ai plus dans ma vie. » Le psychologue a tenté de l'apaiser et lui a demandé « Et comment comptes-tu t'y prendre ?» Fernando, qui était très malin, a déjoué la tentative du docteur d'enregistrer ses propos et a répondu de manière vague. Après la séance, Fernando a enfourché sa moto et a sillonné les rues de Buenos Aires. En roulant, il a repéré une banque, la Banco Rio, un établissement de prestige réservé à une clientèle fortunée qui y déposait des bijoux, de l'or, des sommes colossales et des documents financiers de grande valeur. De retour chez lui, son obsession pour ce braquage n'a cessé de grandir. Il a donc pris une feuille et un stylo et a commencé à planifier son coup. Au début, il a envisagé la méthode classique, entrer, voler et fuir. Mais il a rapidement compris que cette approche présentait trop de risques. Il ne pourrait pas atteindre la salle des coffres en sous-sol et risquer d'être arrêté dans les minutes suivant son intrusion. C'est alors qu'il a eu une idée géniale. Pourquoi ne pas creuser un tunnel sous la banque jusqu'à la salle des coffres? Mais ils allaient être confrontés à un énorme problème. La banque disposait de systèmes d'alarme ultra sophistiqués. Non seulement cela, mais un établissement de cette envergure était également équipé de capteurs de température corporelle. Fernando a réfléchi longuement, puis il se dit « Je vais mettre en place le plan numéro 2. Au moins, je pourrai récupérer plus de butin, et cela sera plus sûr. » Comme à son habitude, il se promenait en moto autour de la banque pour repérer les lieux. C'est alors qu'il a remarqué un détail qui allait grandement faciliter l'exécution de son plan. Il y avait une grande bouche d'égout juste devant la banque. Mieux encore, tous les 10 mètres, il y avait une autre ouverture d'égout à proximité. Il a pensé alors plus profondément et se dit « Cela signifie qu'il doit y avoir un réseau complet d'égouts sous la banque, tout près du lieu. » Il a décidé de suivre ces bouches d'égout tout au long de la rue jusqu'à atteindre leur point de convergence. Il arriva finalement à l'endroit où se déversaient les eaux usées. Je vais maintenant vous raconter les détails du plan qu'il a élaboré et de la manière dont le braquage a été exécuté. Mais attention, je ne suis pas responsable si vos yeux s'illuminent d'émerveillement en écoutant cette histoire. Fernando arriva au point de convergence des égouts, un immense tunnel situé à 200 mètres de la banque. Il entra dans ce souterrain et l'explora en détail. Il s'est rendu vite compte que le réseau était immense et qu'il lui serait impossible de naviguer seul dans ces galeries souterraines. Il lui fallait absolument une équipe sous ses ordres. Il sortit du tunnel et décida de contacter un vieil ami, un certain Sébastien. Cet homme était un ingénieur expert en technologie et en mécanique. Il l'a appelé immédiatement, ce qui a surpris Sébastien, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de ses nouvelles. « Oh Fernando, que me vaut cet appel après tout ce temps? Comment vas-tu? Écoute, laisse tomber les salutations. Je vais aller droit au but. On va braquer une banque. Attends, tu me contactes après tout ce temps et la première chose que tu me dis, c'est qu'on va braquer une banque? T'es sérieux? Bon, si ça peut te faire plaisir. Salut, comment ça va? Tout va bien? La famille va bien? Super. Maintenant, on va braquer une banque. T'es complètement fou. Juste y penser, c'est un aller simple pour la prison. Et toi, tu veux le faire pour de vrai? T'as conscience que c'est une banque et pas une maison abandonnée? Évidemment que je sais que c'est une banque, et je sais aussi que t'es un génie en technologie. J'ai un plan infaillible à 100%.
et j'ai besoin de toi. Si tu acceptes, tu deviendras immensément riche. C'est une promesse. Sébastien, intrigué mais hésitant, a écouté attentivement les détails du plan. Fernando a senti son hésitation et a ajouté « Écoute, c'est ta chance de te venger de la banque qui a bloqué l'argent de ton père il y a 10 ans. » En entendant ces mots, Sébastien n'a pas hésité plus une seconde. « D'accord, quand est-ce qu'on commence ?» Sans perdre de temps, Sébastien a rejoint Fernando à l'entrée du tunnel pour mesurer la distance entre celui-ci et la banque. Une fois les mesures prises, il fallait maintenant s'attaquer à la question du coffre-fort. Sébastien est entré dans la banque et s'adressa à un employé. « J'aimerais voir l'endroit où sont stockés les dépôts d'or et les objets de valeur. » L'employé l'amena jusqu'à la chambre forte, où étaient entreposées les richesses des plus grandes fortunes argentines. Discrètement, Sébastien a pris plusieurs photos du coffre, sans que personne ne s'en rende compte. Puis, il a quitté les lieux comme si de rien n'était. Une fois dehors, il a appelé Fernando. « On va avoir besoin d'un troisième complice pour financer l'opération. On devra fabriquer des outils sur mesure pour ouvrir ce coffre-fort, et ça va coûter cher. On a besoin de quelqu'un avec du cash. » Ils ont donc commencé à chercher un investisseur. Le cerveau du groupe et l'expert en technologie étaient déjà là, mais il manquait le financement. Fernando a alors contacté quelqu'un dont il n'a jamais révélé l'identité. Cet homme était médecin et il leur a dit « Je vais vous présenter quelqu'un qui est une légende dans l'art du crime et du braquage de banque. Cet homme est recherché par la justice, mais jusqu'à présent, la police n'a jamais réussi à mettre la main sur lui. » Il a ensuite pris contact avec l'investisseur qui s'est avéré être Beto Latoria, qui lui a dit « Je n'ai pas d'argent, mais je peux vous en procurer. J'ai un camion que j'ai volé il y a longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, il est encore en ma possession. Je vais changer ses plaques pour qu'il soit méconnaissable et le vendre. Et si je ne peux pas le vendre officiellement, je le démonterai et le vendrai en pièces détachées. Ensuite, je vous fournirai tout le matériel dont vous aurez besoin pour l'opération. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais soudain, ils ont réalisé qu'ils avaient besoin d'un quatrième membre pour la mission. Ce dernier devait être un homme fort, musclé et capable de creuser un tunnel pendant des heures avec des marteaux-piqueurs et des perceuses. Ce quatrième membre était un véritable colosse qui s'appelle Luis Silans, alias le Violent, parce qu'il était toujours impliqué dans des bagarres au sein de la prison, et c'est lui qui va creuser tout le tunnel. Avant de continuer, laissez-moi vous donner un bref aperçu de Luis Silans. Cet homme était un ancien membre d'une mafia. Il était capable de manipuler et d'embobiner n'importe qui. Son intelligence et sa rapidité faisaient de lui un adversaire redoutable. Vous en saurez plus sur lui et son rôle dans le braquage lorsque nous entrerons dans les détails de l'opération. Les 4 hommes se sont alors réunis dans la maison du leader, Fernando. L'ingénieur a déclaré « J'ai besoin des plans et des accès du bâtiment pour pouvoir dessiner la carte et commencer l'opération. » Luis lui a répondu « Ne t'inquiète pas, laisse-moi gérer ça. » Le groupe a été surpris. Ils se sont demandé comment ils comptaient récupérer les plans de la banque en si peu de temps. En quelques minutes seulement, Luis a passé un appel à un mystérieux contact, et peu après, il leur a montré une image des plans de la banque. Personne ne lui a demandé comment il avait obtenu ces documents, ni qui était son contact. Ce qui comptait pour eux, c'était le succès de l'opération, peu importe les moyens utilisés. De son côté, l'investisseur Beto a modifié les plaques du camion, l'a repeint pour qu'il soit méconnaissable, et l'a vendu au premier acheteur venu. Il a ensuite utilisé l'argent pour acheter un générateur diesel, ainsi que des outils de forage. Chaque nuit, ils ont continué à creuser le tunnel de plus en plus profondément. Pendant ce temps, le chef Fernando, l'artiste et stratège du groupe, travaillait sur la conception de combinaisons capables de résister aux capteurs thermiques. Ces combinaisons avaient pour but de maintenir leur température corporelle à un niveau indétectable par les capteurs, afin de ne pas être repérés. Une fois terminé, il a fabriqué une tenue pour chacun des 4 membres du gang. Quand le jour de l'opération est arrivé, chaque membre de la bande a enfilé son masque, pris son arme, et ils se sont dirigés vers la banque. Une fois sur place, ils ont fait irruption dans le bâtiment, provoquant immédiatement un chaos total. Les employés et les clients ont paniqué. Quelques minutes plus tard, l'alarme s'est déclenchée et les sirènes des voitures de police ont retenti au loin. En un instant, la banque était encerclée par toutes les forces de l'ordre possibles. Ils étaient pris au piège. Voyant cela, Luis, alias le Violent, a eu une idée rusée. Il a attrapé un client et l'a pris en otage. Il savait que la police l'attendait dehors. Dès qu'il est sorti, un policier a tenté de l'arrêter. Mais Luis a levé son otage de manière à ce qu'une balle perdue le touche en premier. Luis a dit à la police « Si vous tirez, vous tuez un innocent ». Les forces de l'ordre ont hésité à ouvrir le feu, redoutant une bavure. Elles ont alors décidé d'attendre et de contacter leur centre de commandement. Pendant ce temps, la bande a forcé les employés et les clients restants à les suivre à l'intérieur, transformant les otages en boucliers humains. Le chef des opérations a alors ordonné aux policiers « Ils sont maintenant piégés à l'intérieur. Restez en position et ne faites rien qui puisse les pousser à tuer les otages. » Pendant ce temps, Luis s'est tourné vers les responsables de la banque et leur a déclaré «
Avant que vous ne mouriez tous, laissez-moi vous avouer quelque chose. On est une équipe kamikaze. Notre but est de tout faire sauter. On a placé des explosifs partout dans la banque. Puis, il a ouvert son blouson, révélant un gilet rempli de ce qui semblait être des bombes. En réalité, tout était faux, mais l'effet psychologique a été immédiat. Pris de panique, les employés et les clients ont fui la banque en courant, la laissant complètement vide. Quand ils sont sortis, ils ont trouvé la police qui les attendait. Les forces de l'ordre ont alors interrogé les otages évacués. Combien étaient-ils à l'intérieur? L'un des employés, encore sous le choc, a répondu « Ce ne sont pas des braqueurs, ce sont 3 terroristes, ils veulent tout faire exploser ». Le chef de la police a immédiatement ordonné à ses hommes de ne surtout pas entrer dans la banque, craignant une explosion imminente. Il a alors tenté de négocier avec les criminels et a appelé le téléphone de la banque que Luis avait récupéré. « Dites-nous ce que vous voulez, quels sont vos objectifs, que demandez-vous en échange ?» Luis a répondu « Ne vous inquiétez pas, on ne cherche pas à blesser qui que ce soit, mais vous nous avez pris au piège, alors on a dû réagir comme ça. » Le policier, pensant pouvoir le piéger, a essayé de l'observer discrètement à travers une fenêtre. Mais Luis l'a immédiatement deviné et lui a lancé « Écoute-moi bien, je sais que tu es en train de me surveiller. Je ne suis pas un amateur, j'ai une grande expérience du crime et je connais toutes vos techniques. Alors ne joue pas avec moi mon pote. Si tu fais quoi que ce soit sans me prévenir, ou si tu essaies de me duper, je n'hésiterai pas une seule seconde à tout faire exploser. » Après l'appel de Luis à Fernando, le chef de la bande, il lui a dit « Écoute chef, on est en train de gagner du temps jusqu'à ce que le tunnel soit entièrement creusé. » 3 heures plus tard, Fernando a rappelé Luis et lui a annoncé « Sébastien l'ingénieur est avec moi, on a tout fini. Grâce à la machine qu'on a fabriquée, on a ouvert le coffre-fort. Maintenant, on est à l'intérieur, on prend l'or et l'argent, et on se tire. » Luis a immédiatement appelé l'officier de police en charge et lui a dit « Écoute, on est fatigué, on a décidé de se rendre. On a faim, on n'a rien à manger ni à boire. Mais à une condition, avant qu'on se rende, on veut une pizza d'un restaurant italien bien précis. » L'officier a demandé à son équipe de commander la pizza. Mais pourquoi ce restaurant en particulier? Luis a répondu « C'est comme ça, je ne mange que de cette pizzeria. » Bien sûr, Luis avait choisi un restaurant extrêmement éloigné, situé à Vicaya, en Argentine. Puis, il a raccroché au nez du policier, a jeté son téléphone et a couru aider Fernando et Sébastien à vider le coffre. Ils ont rempli des sacs avec l'or, l'argent et les bijoux, puis ils les ont jetés dans le tunnel. Leurs complices les attendaient avec un bateau pneumatique qu'ils avaient préparé avant l'opération. Après avoir navigué un moment, ils ont grimpé une échelle menant à une bouche d'égout que leur camion masquait. Une fois sortis, ils ont pris la fuite en camion et ont rejoint leur repère secret. Luis, impatient de voir la réaction de la police face à leur plan génial, a allumé la télévision. Surprise, la police n'avait même pas encore pénétré dans la banque. Imaginez, ils avaient déjà volé la banque, s'étaient enfuis et étaient de retour à leur planque en train de regarder les infos. Et la police croyait toujours que les braqueurs étaient à l'intérieur. Les policiers essayaient encore d'entrer en contact avec les braqueurs à propos de la commande de pizza. « Hé les gars, votre pizza est là, mais personne ne répond !» En voyant cela, la bande s'est écroulée de rire. La police essayait toujours d'appeler Luis alors qu'il était déjà parti. Pendant ce temps, ils savouraient leur succès, entourés de sacs remplis d'argent. Ils ont partagé le butin, puis chacun est retourné à sa vie normale. En rentrant chez lui, Beto, l'un des complices, a retrouvé sa petite amie, qui était sous le choc en voyant l'énorme quantité d'argent. Mais très vite, une pensée l'a traversée. Maintenant que Beto était riche, allait-il la trahir et la jeter dehors? Sans perdre de temps, elle a appelé la police. « Mon copain est l'un des braqueurs, il a l'argent du vol. » En un instant, toute leur opération a été réduite à néant, par la jalousie d'une femme. La police n'a pas perdu de temps. En quelques heures, elle a arrêté Beto. Puis, un par un, tous les membres de la bande ont été capturés, car la petite amie de Beto avait dévoilé leurs identités. Mais même après leur arrestation, ils ont refusé de révéler l'emplacement du butin. Ils ont écopé de 4 ans de prison, bénéficiant d'une réduction de peine pour bonne conduite. En réalité, la bande avait anticipé cette trahison. Ils avaient en pris leurs précautions en utilisant des armes et des explosifs factices. Ainsi, même s'ils se faisaient arrêter, ils ne risquaient aucune peine légère. Au final, leur crime se résumait à avoir semé la panique et perturbé les forces de l'ordre. Après 4 ans de prison, ils allaient sortir et profiter de leur argent volé. C'est ainsi que se termine l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le like et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.